métropolitanes de New York qui, en fait, ont été comment dire, acquis par le métropolitain dans les années 20. Alors, il y avait un précédent, il y avait le British, toujours le British, qui ne peut pas s'empêcher, avait acheté un faux char en bronze étrusque en 1911. Vous imaginez le prix, il avait été acheté par les frères Ricardi associés, qui étaient aussi des escrocs postants. Et également, donc, ces frères Ricardi avaient fait donc, un marché avec un sculpteur qui s'appelait Alfredo Fioravanti pour réaliser une tête polychrome de guerrier étrusque. Et cette tête faisait 1m39, 1m40 de hauteur. Elle fait toujours, elle est dans les caves, elle fait 1m40 de hauteur. Donc ça voulait dire que le monument qui supportait cette tête faisait quasiment 7 mètres. Avait-on déjà vu un monument de sculpture de 7 mètres dans l'art étrusque? Et le métropolitain s'est laissé aller, a acheté la tête, et c'est Gisela Richer, qui était la conservatrice à l'époque, donc en 1921, qui a trouvé ça formidable et qui a acheté progressivement d'abord la tête, puis en 1933, le guerrier que vous voyez ici, qui est un guerrier tout aussi géant, puisqu'il est de mesure 2,50 m de haut, quasiment, et qui présentait ça dans les salles étrusques du métropolitain, jusqu'à ce que, évidemment, dans les années 60, donc, le successeur de cette conservatrice démontre que c'était des faux, en montrant la trace de la famille italienne qui avait produit ces faux. Donc, vous voyez, des œuvres considérées très longtemps comme majeures, publiées, étudiées dans tous les manuels, avec des queues interminables pour aller voir cet immense guerrier étrusque. Voilà notre faux important, c'était. Alors là, pour vous montrer juste comment on a démontré que c'était un faux. On ne sait pas qui a fait ce faux en fait, mais il était attribué à Meno Zonafor, qui est donc peintre de la Renaissance, qui représente des membres de la famille d'Urbino, des Montefeltre, de la famille seigneuriale d'Urbino en Italie. Et en fait, il avait été acheté par la National Gallery de Londres et il a été authentifié comme faux en 1960 parce qu'en fait, c'est une historienne du costume, c'est pour ça que j'en parle parce que vous savez, c'est mon affaire, qui a remarqué que ce chapeau, en fait, était tout simplement paru dans ce Harper's Bazaar de 1893. Il n'avait absolument rien à voir avec une coiffe des années 1400. Donc, ça, tous les moyens sont bons pour démasquer un faux. Alors, il faut savoir aujourd'hui que quand même, c'est de plus en plus difficile, parce que vous savez qu'il y a d'abord des catalogues raisonnés, des œuvres. Un des premiers artistes visionnaires qui a fait un catalogue raisonné, d'abord il y a Durand Ruel, c'est un artiste qui a fait des catalogues raisonnés des impressionnistes. En plus, il a profité des débuts de la photo pour photographier les œuvres. Donc du coup, on savait quelles œuvres étaient de Monet, de Renoir, etc. Le premier artiste à avoir fait un catalogue raisonné de sa propre œuvre, parce qu'il était sujet très admiré, donc sujet à plein de faux, c'est De Chirico. Et parce qu'il trouvait ça scandaleux qu'on copie son travail. Vous savez, en plus, il y a les certificats, il y a la traçabilité, c'est-à-dire qu'on remonte les archives, on travaille, enfin, voilà, la recherche, sans compter les analyses scientifiques.
FEN, où on compte aujourd'hui plus de 8000 peintres, incroyable, Captain Lézard, qui réalisent entre 3 et 5 millions de copies d'œuvres classiques par an, donc destinées à l'export. Alors chacun est spécialiste. Alors, il y a les spécialistes de l'autoportrait de Van Gogh, les spécialistes du nu allongé de Matisse, les spécialistes de... Et alors ça produit toute la journée. Ils peuvent peindre chaque jour jusqu'à 30 copies. Pas mal quand même.